Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique. Richard Haddad au micro, comme tous les lundis à 17h30, avec Pierre-Henri. Ravi de vous retrouver. Bonjour Richard, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler, une fois n'est pas coutume, de restaurants, de gastronomie, mais pas que. Mais pas que. De bars De à cocktails. cocktails. Et puis, ça c'est la première partie. Puis la deuxième, de films, de cinéma. Et de séries aussi télé, parce qu'il y a d'excellentes séries télé à conseiller à nos auditeurs. Tout à fait. Alors l'idée en fait, c'était un peu de faire, on l'avait déjà fait l'année dernière, mais de faire une émission de recommandations, C'est ça. un petit peu sous forme de critiques. Alors vous en avez dans des suppléments de beaucoup de vos magazines et revues le week-end. Et ben nous, on le fait à la radio. Alors bien évidemment, ça s'adressera très souvent, en tout cas pour ce qui concerne les restaurants et les bars, aux habitants de l'Île-de-France, mais pas que. On pourra aussi les autres parler. peuvent venir aussi. Et les souvent, autres peuvent venir aussi, et puis on fera peut-être d'ailleurs des recommandations en province. Alors, Richard, par quoi commence-t-on ? Commençons par les restaurants qui Il y a nous des en choses à parlions. dire. Voilà, il y a des choses à dire. Alors, certains se plaignent de la multiplication des chaînes, des restaurants qui appartiennent à des groupes où la cuisine serait devenue trop industrielle. Oui, alors, qu'en pensez-vous, ça, Pierre-Henri ? ça m'a chiffonné un petit peu. L'article était intéressant. Il était dans le Figaro du 12 juillet dernier, sous la plume d'une dénommée Pauline Landais-Barrault, intitulé « À Paris, les restaurants traditionnels face à la déferlante des innombrables chaînes et concepts standardisés ». Et dans cet article, il y a à la fois des choses qui sont tout à fait pertinentes, c'est-à-dire la multiplication de ce qu'on appelle des chaînes. Alors, les chaînes, vous savez, ça va du fast-food de base à l'hygiène douteuse et au prix très bas, à des chaînes de brasserie, à des chaînes, ce que l'on appelle à concept. Alors, vous avez des chaînes qui proposent, avec plus ou moins de succès, je ne sais pas, des hot dogs, d'autres qui proposent des planches à composer soi-même, d'autres des produits basques, d'autres des grillades, etc., etc. Et tout ceci, en fait, généralement soutenu par un capital important, parfois par des groupes d'investisseurs, mais pas toujours. Mais on a toujours, en fait, connu un petit peu ça à Paris, parce que vous savez que ceux qui connaissent un petit peu le monde des brasseries, les Auvergnats et les Aveyronais de Paris ont toujours réussi à constituer des groupes. Tout le monde connaît l'Hôtel Coste, ne serait-ce que de nom. Ça appartient à un groupe qui est quand même très puissant dans ce monde-là. Il y en a plein d'autres, Flo, etc. Et puis vous avez de nouveaux concurrents qui arrivent. Alors cet article donnait la parole à des représentants de syndicats, je crois, ou de confédérations en fait de restaurateurs indépendants, qui se plaignaient que ces chaînes apportent sur les menus aux clients principalement de la nourriture qui n'est pas faite maison, qui est généralement faite ailleurs, congelée et très standardisée, avec par exemple la multiplication sur tous les menus des burgers. Alors c'est vrai, mais là où j'ai tiqué en lisant cet article, c'est que le burger et tous les autres plats complètement standardisés, en gros pour plaire à une clientèle internationalisée, c'est-à-dire à la fois française et touristique, se retrouvent dans les chaînes et chez les indépendants. Vous ne pouvez pas faire 10 mètres à Paris sans avoir un bistrot qui n'a rien à voir avec celui qui est 20 mètres plus bas ou 20 mètres plus haut, mais qui propose la même carte. Vous aurez le même burger, le même cheeseburger, le même tartare, pas très bon, avec de la viande parfois un peu douteuse, le même carpaccio si vous avez de la chance, et le même magret de canard, pas très bon et trop gras, la plupart du temps. Donc en fait, le problème n'est pas la disparition des indépendants, à mon sens, n'est pas la disparition des indépendants au profit des groupes étalonnés. C'est un problème, de qualité, c'est un problème de respect du produit, donc de respect du client, ou de respect du client et de respect du produit, dans les deux sens. Et c'est aussi un problème de paresse et de volonté de faire de l'argent avec peu d'investissement. C'est-à-dire que quand vous proposez, j'en termine là, quand vous proposez des menus qui sont complètement standardisés, où vous fournissez tous à métro des mêmes plats congelés ou des mêmes magrets de canard, bien évidemment, vous pouvez vous permettre de faire une marge très confortable sur le dos des touristes ou des locaux. Et c'est l'absence d'inventivité, l'absence de soucis de l'approvisionnement, du choix des produits, qui fait qu'en effet, on n'a aucun intérêt à aller manger chez un indépendant le même magret de canard que la chaîne d'à côté, qui est peut-être un tout petit peu moins chère et pas plus mauvaise, en tout cas au goût. Oui, enfin, elle n'est pas toujours moins chère, le resto de la chaîne à côté. Pas toujours d'ailleurs. Certains sont hors de prix. Vous faisiez allusion
au groupe COS qui a énormément de brasseries de luxe à Paris, mais ça n'a de luxueux que le décor. Voilà. Et le prix. Voilà, Et c'est le du prix. luxe entre Parce guillemets. que, pardon, je vais faire un peu de la mauvaise publicité pour ces gens, parce que ils ont des brasseries un peu partout. Alors effectivement, le décor est somptueux, entre guillemets somptueux. Enfin, moi, je le trouve pas somptueux, mais disons qu'il est un peu pompeux, on va dire plutôt. Et puis, c'est la moquette épaisse, les grands fauteuils, etc. Très bien. Très bien, pourquoi pas, mais, non, mais c'est très bien. Vous avez... Alors, le problème, c'est qu'ils embauchent un personnel... si vous voulez, c'est une politique marketing. C'est-à-dire que ces restaurants-là ne sont pas vraiment des restaurants. Ce sont des endroits pour se voir et se faire faire voir. Ouais. Alors, et puis, on embauche un personnel qui n'est pas qualifié. Non pas... Alors là, contrairement à d'autres restaurants, ce n'est pas le personnel pas qualifié parce qu'il n'est pas cher. Là, on embauche un personnel par rapport à son physique. Je veux dire par là que ce sont des restaurants où les filles doivent être jolies. Je ne critique pas ça, c'est très bien, les jolies filles. Très bien. Mais on peut être joli et compétent. Exactement. Voilà. Donc on n'embauche pas les serveuses et les serveurs en fonction de leurs compétences, mais de leur physique, leur jeunesse, etc. Ce qui est très bien, mais il faut que les deux aillent ensemble. Mais ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire, vous allez dans ce genre d'endroit, vous voyez une jeune fille de 20 ans en mini-jupe, vous demandez si vous êtes dans un cabaret ou plutôt dans un restaurant. Et puis surtout, à la limite, moi je m'en fiche qu'elle soit en mini-jupe, mais apparemment ça attire des clients, c'est pour ça qu'on lui demande de l'être, ce qui n'est pas très éthique. Et puis surtout, ça c'est secondaire comment elle est habillée. Le problème c'est qu'elle est habillée comme ça, on s'arrête là, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas ouvrir une bouteille de vin, le service est mauvais. Elle ne sait pas, elle vous apporte une bouteille de vin déjà ouverte parce qu'elle l'a ouverte pas devant vous. Bref, ils ne savent pas faire. Et les hommes, c'est pareil. Alors, c'est des jeunes athlétiques, bien habillés, etc. Mais enfin bon, c'est pas des serveurs, hein, c'est plutôt des animateurs de salle, vous voyez ? On est entièrement d'accord. Ce qui est très étonnant, c'est que... Pas toujours poli, d'ailleurs. On se demande s'ils sont vraiment passés par ne serait-ce qu'un tout petit stage en école hôtelière, parce qu'ils ne maîtrisent pas du tout les bases d'une gestion de salle et d'une gestion d'un client. Non, c'est des animateurs. Pas du tout. C'est des animateurs. Dans certains de ces restaurants, il y a un peu de musique. Vous voyez le serveur en train de danser lorsqu'il vient vous voir. Enfin, pardon, moi, c'est lui le client ou c'est nous ? Vous voyez, donc... et puis, non, ils n'ont aucune notion de ce que c'est la restauration. Ils sont là, ce sont des intermittents du spectacle, pratiquement. Ils n'en ont pas le statut parce que la loi l'interdit, mais enfin, ce sont des animateurs pour vous amuser. Alors bon, et puis, non, donc ils ne savent pas poser les assiettes, ils ne connaissent pas les règles du service à la française, vous comprenez ? C'est le service à droite. C'est découper la collerette de la bouteille de vin et pas arracher la collerette. Ils ne savent rien de tout ça. Parfois, vous avez envie de dire, mon vieux, donne-moi la bouteille, je vais l'ouvrir moi-même, parce qu'il est tellement embarrassé, et il met 10 minutes à ouvrir une bouteille de vin. En fait, le problème derrière, c'est que ça montre bien la volonté globale d'énormément de restaurateurs indépendants ou en groupe d'augmenter considérablement les marges en rognant sur la qualité de produit et la qualité de service. Alors là, en l'occurrence, de ce dont je parle, ils ont une marge extraordinaire parce que vous avez, comme je vous dis, donc, le décor. Alors c'est vrai qu'ils font des investissements. Le décor, le personnel, je pense qu'il n'est pas très mal payé. Je n'en sais rien, mais je ne pense pas. Donc encore une fois, ils n'embauchent pas des gens à bas coût pour faire des marges. Non. En fait, la marge, ils la font sur les prix. C'est-à-dire qu'ils vous servent... Alors là, je viens à la deuxième étape. Pas totalement sûr pour les salaires des serveurs non plus. Oui, bien sûr. Mais je veux dire qu'ils n'embauchent pas des immigrés clandestins qu'ils payent. C'est ce que je voulais dire. En salle, non. Oui, absolument. En cuisine, c'est une autre histoire. Absolument. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce sont des serveurs... Quand je dis ils ne sont pas très mal payés, je me corrige. Je veux dire qu'ils ne sont pas payés au noir en dessous du SMIC. Voilà. Non, voilà. Et, ils sont payés le minimum. Et puis, alors, la marge, elle est où ? Elle est dans les prix, parce que vous regardez la carte, vous avez l'impression d'être dans un restaurant 1 ou 2 étoiles. Or, on est loin de ça. Hein. On est très loin de ça. Alors, la grande mode, dernièrement à Paris, c'est... vous savez qu'on a de plus en plus d'Italiens. De restaurants italiens ou de restaurants qui ne sont pas des restaurants italiens. Avec aucun Italien à la cuisine. Avec très souvent aucun Italien à la cuisine, ni même en salle, mais qui vont soit proposer certains plats italiens, et en particulier des plats de pâtes. Et très bien, tout le monde adore les pâtes, parfait. Et on peut faire des plats absolument merveilleux avec des pâtes. Le problème est que c'est devenu un peu comme les alcools et spiritueux, l'occasion de se faire une marge folle sur les prix pratiqués. C'est-à-dire que vous voyez maintenant, et on peut citer des exemples, vous voyez maintenant des restaurants à Paris ou en proche banlieue qui vous proposent des plats de pâtes entre 25 et 35 euros. Oui.
Et alors dans ces plats de pâtes-là, attention, c'est pas des pâtes au caviar et à la truffe, Oui, oui. du tout. Ce sont des plats de pâtes qui ont demandé un tout petit peu de préparation, avec parfois de bons produits, très bien, de la tomate, du basilic. Vous rajoutez peut-être 1 ou 2 rondelles de saucisse piquante ou 1 ou 2 gambas si vous avez de la chance. Allez, 28 €. Boum. 28 €, le prix de revient. Tous les auditeurs de Radio Courtoisie se doutent bien que le prix de revient d'un plat comme ça, allez, c'est un grand maximum 7 €, 8 €, TTC. Donc vous voyez que les restaurateurs, sur vos plats de pâtes ou sur vos pizzas avec une lamelle de truffe ou un vague concentré de truffe qui vient de Chine, vont faire des marges de x2,5, x3, x3,5, x4, x5 en se rapprochant des marges délirantes déjà pratiquées sur le vin et les spiritueux et les apéritifs. Donc voilà, en fait, ça, ce sont des modes qui qui ne nous conduisent pas, nous clients, à avoir confiance dans la profession de restaurateur globalement. Alors, ça ne veut pas dire que les restaurateurs sont tous des escrocs qui surmargent. Non. Mais ça veut dire là, que on va peut-être parler d'autres qui sont excellents. Justement, on va en parler. Mais ça veut dire que quand on entend quelqu'un qui me chiffonne énormément, qui s'appelle Thierry Marx, tout le monde connaît Thierry Marx, c'est un chef multi-étoilé, il a été connu parce qu'il faisait partie des jurys des premières saisons de Top Chef, il a des restaurants étoilés dans tous les sens, et c'est surtout maintenant le président-directeur général, si je ne m'abuse, de l'UMIH, c'est-à-dire l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et on le voit tous les 4 matins, sur le sujet des tickets restaurants, et en train de réclamer la régularisation massive des clandestins qui travaillent en cuisine. Mais enfin, Coco, en fait, si c'est pour nous faire réchauffer des plats métro dans une brasserie à 2 balles, enfin pas à 2 balles, à 2 balles en qualité, mais à 50 € par personne sur l'addition Avenue de l'Opéra ou dans le 5e arrondissement, on ne veut pas régulariser tes clandestins. On veut en fait manger avec des employés français qui nous servent de la nourriture française faite maison. Oui. Et là, on serait prêt peut-être à payer le même prix que tu nous demandes de payer. Oui, pour conclure sur ces brasseries dites de luxe, etc., je disais juste que au-delà du service qui est mauvais, etc., donc là, l'addition, elle est salée. Et le problème, c'est que si l'addition est salée et c'est bon, on se dit pourquoi pas. Mais en réalité, ils vous servent du réchauffé. Et ils vous servent un tartare, par exemple, sorti du réfrigérateur. Et dont le cœur est encore froid. Oui, dans lequel il y a des glaçons, en fait. Oui. Il est réfrigéré, et puis il a la forme du plastique, de la barquette en plastique dans lequel il était. Voilà. Et ils vous servent ça 27 €. Ouais. 27 €. C'est 3 bouchées. Hein. Oui. Et donc, voilà un exemple. Alors, ne parlons pas du vin. Et donc... Donc les gens y vont pourquoi ? Ils n'y vont pas pour la qualité de la nourriture. Ils y vont parce qu'il y a de jolies filles, il y a de jolis garçons, et puis il y a une petite ambiance de luxe, et pour frimer un peu, voilà, disons les choses telles qu'elles sont. Mais on va passer au bon restaurant après la pause, aux recommandations. Alors Richard, on fait la pause, oui, et après Culture, économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme. Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85. Alors, nous revenons à nos restaurants, et effectivement, il y a de bons restaurants dans Paris. Il y a des restaurants traditionnels, indépendants, qui font une cuisine sur place, maison. Alors, de qualité, Pierre-Henri, quelques exemples. De qualité encore à prix raisonnable. Alors, c'est une grande mode depuis quelques années, on parle beaucoup du retour des bouillons. Oui. Et alors, les bouillons, le problème, c'est que si vous y allez, alors que ça soit Chartier, qui en a plusieurs dans Paris, en particulier Montparnasse, dont le lieu est absolument superbe. Je crois d'ailleurs qu'il est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. C'est de l'art déco absolument somptueux. Mais c'est devenu touristique complètement, c'est-à-dire que vous arrivez et vous avez... J'ai un autre exemple comme ça. La queue de Disneyland avant de pouvoir entrer. Oui. Bon, très bien. Mais vous avez un équivalent où vous faites nettement moins la queue, où vous pouvez réserver, où vous mangez pour très peu cher. C'est le Café du Commerce. Et le Café du Commerce, il est rue du Commerce dans le 15e arrondissement à Paris. C'est un établissement de vieille date qui a toujours eu une bonne réputation. Voilà, depuis les années 50. Auparavant, c'était un marché au tissu, comme le marché Saint-Pierre à Montmartre. Et il est en effet sur 3 étages, dont 4 étages, pardon, avec le rez-de-chaussée, dont 3 en mezzanine, avec beaucoup d'arbustes, de végétaux. Et vous avez une ambiance qui est vraiment étonnante, parce que au rez-de-chaussée, vous arrivez, vous n'avez que des clients habitués.
généralement des gens d'un certain âge, qui viennent manger tout seuls le midi, qui connaissent tous les serveurs par leur prénom, et vous sentez quand même qu'il y a cette ambiance vieille France et vieux bistrot qui est très plaisante, et vous mangez plutôt bien, je vais vous dire. Moi, j'y suis allé il y a un mois. J'ai pris une tête de veau. La tête de veau, j'en suis un grand amateur, comme Chirac. C'est mon seul point commun avec Chirac. Elle était de qualité tout à fait très correcte pour le prix que c'est, voire bonne. En entrée, c'était des cœurs d'artichaut marinés. Eh bien, vous passez un excellent repas. Vous en avez pour 17 €, entrée plat ou plat dessert. Un verre de vin, vous retrouvez à 19 €. Eh bien, vous êtes content, vous êtes servi rapidement. Les lieux sont très beaux. Et vous n'avez, en gros, pas le désagrément de la queue et des touristes. Et puis, vous avez la certitude d'être dans un endroit où on ne vous prend pas trop pour un imbécile, quand même. Oui. C'est plutôt même l'inverse. Oui, alors moi je vais citer un exemple comme ça, c'est la famille Boudon à Paris. Donc c'est familial, ils ont 3 restaurants maintenant, ils en ont eu d'autres, ils les ont vendus, rachetés d'autres. En tout cas aujourd'hui ils en ont 3. La fameuse Fontaine de Mars, rue Saint-Dominique dans le 7e, qui est un établissement ancien et de grande qualité. Juste devant la fameuse vraie Fontaine de Mars. Absolument, voilà. Donc spécialiste du cassoulet et d'autres plats du sud-ouest. Donc c'est une cuisine maison traditionnelle, excellente. Et puis, ils ont l'Alma, qui est avenue Rapp, pas très loin du pont de l'Alma. Et puis, le petit Lutetia, rue de Sèvres, qu'ils ont repris il y a 3-4 ans, et qui est, donc, dont l'intérieur, le décor est classé aussi. Alors, le défaut... Alors, la cuisine est excellente. Elle est maison, elle est très bonne. Ça, c'est vraiment de la grande cuisine traditionnelle. Absolument. Plus terroir que bourgeoise, d'ailleurs, un petit peu. Parce qu'on a des spécialités régionales. C'est un peu onéreux. Mais ce n'est pas cher dans le sens où vous en avez... C'est comme ça à Paris. Bon, il y a des frais à Paris, il y a les locations. En fait, ils étaient onéreux longtemps avant l'inflation. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop bougé après l'inflation. Ils n'ont pas trop bougé. C'était cher avant, c'est toujours cher maintenant, mais pas beaucoup plus. Par rapport au loyer parisien, et puis le personnel est français dans ces restaurants, donc vous n'avez pas d'immigrés qui vous servent. C'est pas, ce que je dis là n'a rien à voir avec les races, mais si vous voulez, vous avez affaire à des serveurs qui parlent français parfaitement. Et qui connaissent leur métier. Qui connaissent leur métier. Et puis qui sont sympathiques en plus. Alors ça, je l'ai remarqué dans le groupe des 3 restaurants. Ils doivent bien sélectionner leur personnel parce que je ne suis pas tombé une seule fois, j'y vais souvent, sur un serveur désagréable. Dans le même ordre d'idées d'ailleurs, beaucoup de ces brasseries très traditionnelles ont des prix qui sont en effet copieux ou onéreux, mais les portions sont très copieuses. Donc ceux qui aiment... qui ont faim et qui aiment bien manger, quand vous allez dans les brasseries de ce groupe-là ou dans un autre groupe, nous sommes assez amateurs de l'Auberge d'Ab, qui est avenue de Malakoff, à la limite 16e et 8e, coin de la Porte Maillot. Quand vous commandez un jarret de veau choucroute, un jarret de porc choucroute, il faut vraiment avoir faim pour le terminer. Il est excellent. La choucroute est faite maison et vous en avez pour votre argent. Oui. Voilà. Donc là, les portions sont importantes. Le service est excellent. Donc bon, c'est élevé parce qu'il y a les frais à Paris, des locations, etc. Mais alors, je tiens quand même à préciser un petit défaut au Petit Lutetia que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce restaurant. Ce n'est pas de la faute du propriétaire ni des employés. Je vais vous dire, mais ça c'est récurrent à Paris de plus en plus, maintenant vous avez parlé des touristes, c'est que ce restaurant a été découvert par les Américains. Alors, et c'est de bouche à oreille, il est devenu vraiment très connu par les Américains, très prisé. Parce que probablement que ça c'est l'idée que c'est très bon et branché entre guillemets, c'est propagé de bouche à oreille. Et il est envahi d'Américains. Ouais, alors, comme de l'autre côté le petit riche. Droite, alors, à cause de vedettes hollywoodiennes. Je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie, depuis le temps pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, savent parfaitement que je n'ai rien contre les États-Unis. On m'accuse même parfois d'être trop pro-américain, ce qui n'est pas forcément le cas. Atlanto-sioniste, Richard. Oui, voilà. Et en fait, je ne suis pro rien du tout, je suis juste français. Mais disons que je n'ai rien contre les États-Unis et je trouve que j'ai toujours considéré les États-Unis comme un pays ami, etc. D'ailleurs, j'ai des cousins très proches qui sont américains, donc je n'ai pas de racisme ou j'aime pas ce mot d'ailleurs, le racisme. Xénophobie. Je n'ai pas d'antipathie particulière pour les Américains, mais je dois avouer qu'ils ont un défaut insupportable. Ils parlent très fort. Ils parlent très fort. Ils parlent extrêmement fort. Ils crient même. Et donc, quand vous êtes dans un restaurant où il y a 80% de la clientèle qui est américaine, je peux vous dire que vous ne dînez pas tranquillement. L'ambiance est différente. Oh là là, mais c'est insupportable. D'ailleurs, les serveurs n'en peuvent plus. C'est le brouhaha en permanence. C'est insupportable. Et je l'ai constaté, on va parler des bars à cocktail tout à l'heure. Je l'ai constaté. Il y a un bar où je vais régulièrement.
il y a de la musique, hein. Donc on entend la musique, on n'entend pas très bien ce que disent les autres. Alors ça, c'est un vrai sujet. On va parler des bars à cocktails juste, maintenant. voilà. On entend la musique, du fait de la musique, on n'entend pas du tout ce que disent les autres à côté de nous. Et même nous, quand on est avec quelqu'un, pour s'entendre, il faut s'approcher de l'oreille. Eh bien, dans ce bar, lorsqu'il y a des Américains, je le devine tout de suite parce que leur voix couvre la musique. Non seulement on les entend, mais même à 3 mètres, on entend toute leur conversation. C'est juste insupportable. Dans les bars et dans tous les endroits justement de détente, plus ou moins collés à des restaurants, mais pas forcément, c'est un vrai sujet pour les restaurateurs, pour les tenanciers, c'est celui de la musique de fond. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu éberlué. Alors, plus le lieu est de mauvaise qualité, plus la musique est forte. C'est un peu une des règles que j'ai fini par apprendre d'expérience. En revanche, même dans certains lieux qui sont très cotés luxueux, voire palace, vous pouvez avoir là encore une musique qui va vous empêcher de deviser sereinement avec la personne qui est à 30 cm de vous. Et ça, c'est quand même un peu une faute de goût, il faut bien le dire. Voilà. Alors, les bars à cocktails, justement. Alors, moi, j'aimerais recommander aux auditeurs qui habitent en région parisienne, quand on veut tester un très bon bar à cocktail, on peut aller découvrir des bars à cocktails de palace, puisque, en fait, très souvent, les prix pratiqués ne sont pas beaucoup plus chers que la plupart des bars à cocktails lambda à Paris, qui ont énormément augmenté les prix à la faveur de l'inflation, mais vous avez la qualité des palaces, le service des palaces et l'esthétique du cadre des palaces. Et celui que j'aimerais vous recommander, c'est le Botaniste, qui est le bar à cocktail du palace, le Shangri-La. Shangri-La qui est au pied de l'avenue d'Iéna, place Iéna, tout à fait. À côté de l'ambassade d'Iran. À côté de l'ambassade d'Iran, pas très loin de l'ambassade d'Égypte, juste en face du musée Guimet, le fameux musée des arts d'Asie. Et le Shangri-La, c'est pas forcément le palace le plus connu de Paris, mais c'est un lieu absolument magnifique. C'est maintenant le détenteur du seul, là où se trouve le seul restaurant chinois étoilé à Paris. Auparavant, il n'y en avait qu'un dans les années 90, c'était chez Chêne, à Beaugrenelle, ceux qui ont connu, dans le tunnel qui passait sous le Sofitel, si je ne m'abuse, à Beaugrenelle. Maintenant, c'est au Shangri-La, et vous avez le Botaniste, qui est un bar à cocktail auquel vous pouvez aller, même si vous n'êtes pas client de l'hôtel, bien évidemment, comme au Georges V, comme au Prince de Galles, et qui vous propose une gamme qui se renouvelle extrêmement souvent, donc de cocktails à la carte. Et puis, vous pouvez aussi, bien évidemment, comme cela se fait maintenant presque tout le temps dans les palaces, demander des cocktails sur mesure en fonction de vos goûts. Et là, on a un service qui est à la fois très courtois et très serviable, qui va essayer de se plier en quatre. Là, on a du personnel dans ces palaces, dans ces bars, parce que moi, je les fréquente aussi. On a un personnel qui vient des écoles hôtelières. Et on le voit tout de suite. La façon de servir, la façon de faire les cocktails, la façon que ce soit les serveurs ou le barman, la politesse. Puis bien sûr, vous l'avez dit Pierre-Henri, il y a le décor qui est somptueux. Et là, on voit la richesse culturelle, artistique et architecturale de Paris. Incroyable. Nous avons des bâtiments somptueux, et qui sont souvent restaurés, rénovés, etc. Moi, je peux donner l'exemple du bar des ambassadeurs à l'hôtel Crillon. Crillon, bien sûr. Place de la Concorde. C'est vraiment somptueux avec une vue sur la place de la Concorde, etc. Et puis là par exemple, le barman, je ne sais pas si c'est toujours lui aujourd'hui, mais en tout cas l'année dernière, était meilleur artisan de France. Compagnon du devoir. Ce n'est pas rien, compagnon du devoir, vous voyez. Donc vous avez un barman qui est compagnon du devoir, et qui a la médaille accrochée sur son tablier, meilleur ouvrier de France. Voilà, qui est barman. Hein. Bon. Et donc ça vaut le coup quand même de... Bon, c'est un peu cher, bien évidemment, mais vous êtes dans un environnement, dans une ambiance un peu spéciale. Alors, on peut pas, ceux qui n'ont pas les moyens d'y aller tout le temps, ils peuvent y aller une fois comme ça, juste pour découvrir, et ça vaut le détour. Mieux vaut ça, plutôt que de payer son cocktail médiocre 15 € à la brasserie du coin de la rue à Paris ou ailleurs. Et ben, mettez peut-être 22 ou 25 €, mais allez dans un palace, habillez-vous bien, et puis profitez, regardez la beauté des choses, et profitez avec vos amis. Alors, ça tombe bien que vous disiez habillez-vous bien, parce que ce que je regrette, justement, c'est qu'autrefois, dans ces palaces, il était interdit, déconseillé de venir en basket ou en jean, etc. Les tenues correctes étaient exigées. Voilà, été. Et je regrette beaucoup que ça ne le soit plus, parce qu'aujourd'hui... La clientèle a tellement changé. Oui, surtout la clientèle internationale et même locale, remarquez.
Et donc, ce que je regrette, c'est que vous êtes dans un endroit, comme je viens de le dire, où l'architecture est incroyable, le décor somptueux et tout, et vous voyez, vous avez des gens dont la présentation, le look, comme on dit en anglais, n'est pas en adéquation avec les lieux. Et c'est un manque de respect. Je trouve que c'est un manque de respect. Il nous reste très très peu de temps. J'aurais aimé quand même parler d'une sortie cinéma. Oui. Avant la fin de cette émission. Il nous reste 1 minute. 1 minute. Alors là, nous sommes à la fin du mois d'août. Le film est sorti à la toute fin du mois de juin. Il est peut-être encore à l'affiche dans quelques cinémas, à Paris ou en province. Il s'agit de F1 avec Brad Pitt. Alors F1, c'est un film hollywoodien au possible, avec un énorme budget, sponsorisé par la fédération F1 internationale. Ce n'est pas forcément réservé aux amateurs de sport automobile et de F1 en particulier. Ce n'est pas du tout original. On a vu 1000 fois cette histoire de vieux briscard, en l'occurrence Brad Pitt, qui est absolument génial. C'est un beau gosse, il a 60 ans, mais il est en pleine forme. C'est un beau mec, et avec beaucoup de charisme. Donc il est rappelé pour sauver une écurie de Formule 1 qui va mal. Et bien évidemment, au fur et à mesure des Grands Prix, il va sauver cette écurie. Mais je le recommande, n'étant pas du tout amateur de F1, mais allez le voir au cinéma si vous le pouvez encore. C'est beau, c'est impressionnant. Et si vous êtes amateur en effet de belles images, de vitesse et aussi de suspense et de tension, ça vaut le coup. C'est hollywoodien, ça en met plein les yeux. On en a pour son argent. Recommandation, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Allez-y, en tout cas au cinéma. Bon, merci Pierre-Henri. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.